Danielle Mireille, bonjour, merci de m'accueillir dans votre magnifique ferme Berrichonne. Donc vous êtes producteur de plantes oléagineuses. Oui, alors je cultive de l'onagre, de la bourrache, de la cameline et du lin depuis maintenant 25 ans. Donc l'exploitation fait 120 hectares et moi je cultive sur une trentaine d'hectares environ ces plantes-là. J'imagine que c'est une histoire familiale, une passion, une histoire de couple aussi certainement, C'est Mireille. effectivement une histoire de couple, puisque Daniel, en tant qu'agriculteur, s'occupe plutôt de la production des plantes. Et moi, je m'occupe de promouvoir la qualité des plantes et d'assurer la commercialisation. Très Pour bien. nos clients. Est-ce que de faire un bon produit c'est important, mais de savoir le transmettre, ça l'est tout autant. Je crois que vous avez des méthodes d'agriculture plutôt raisonnées, hein, c'est bien ça? Tout à fait, on n'est pas sous label bio, mais on a une agriculture raisonnée. Tout ce qu'on fait, on le réfléchit avant de le faire. Oui. Ça nous permet de sortir une huile de très bonne qualité qui est appréciée de nos clients. Oui, je crois que vous faites attention à la traçabilité et vous avez vraiment ce côté qualitatif sur vos huiles. Ce côté-là est très important. De toute façon, moi je ne produis que ce que je vends et je vends que ce que je produis. Oui, Donc, est-ce que voilà. vous consommez aussi certainement? Et on consomme et toute la famille en consomme, Ouais, effectivement. d'accord. Est-ce que moi j'aimerais bien vous nous emmeniez dans vos champs, voir un peu l'onagre, la bourrache sur le terrain, voir comment ça se passe? Eh bien tout à fait, il faut profiter de cette belle éclaircie pour y aller. Ah bah Allons-y. formidable, on y va. Daniel, nous nous trouvons dans vos champs d'onagre et de bourrache. Vous expliquez donc que vous alliez des méthodes traditionnelles et modernes. Oui, alors des méthodes traditionnelles pour travailler le terrain avec les outils qu'on a toujours utilisés sur la ferme. Des méthodes de rotation, puisqu'on ne fait pas toujours l'onagre et la bourrache au même endroit en monoculture. On a une rotation, une alternance avec les autres productions qui sont le blé, le tournesol notamment. Et puis moderne parce qu'on utilise notamment l'irrigation pour faire lever nos plantes au mois d'août, parce que semer une graine d'onagre qui est minuscule au mois d'août, sans irrigation, on n'aura aucun espoir de l'avoir poussée en bonnes conditions avant l'hiver. En effet. Vous êtes en agriculture raisonnée, nous en agriculture biologique. Alors moi c'est un sujet, longtemps je me suis posé la question, on trouve très très peu en fait de culture française d'onagre et de bourrache en bio. Il faut savoir que la plupart de ce qu'on trouve vient du marché chinois, donc on peut aussi se poser des questions. Et donc vous avez fait le choix de l'agriculture raisonnée, vous avez expérimenté l'agriculture bio? Alors on a fait des essais parce que bien sûr le bio tout le monde nous l'a demandé. On a essayé de faire de la production bio donc chez les agriculteurs qui avaient un label bio et pendant 3 années ça a été un échec complet. En onagre on n'a jamais réussi à récolter la moindre récolte puisque les graines et les plantes d'onagre étaient étouffées par des repousses de cultures précédentes et par des mauvaises herbes et donc c'était l'échec complet. En bourrache le peu qu'on a récolté a posé ensuite des problèmes au niveau qualité de l'huile. Et aussi, pour les agriculteurs, c'était une grosse difficulté puisque toutes les graines qui tombent au sol repoussaient dans les cultures suivantes et ces plantes devaient être détruites par binage manuel. Et là, les agriculteurs ont été très vite découragés par la production. Donc pour autant, vous menez une traçabilité vraiment exigeante pour assurer la non-présence de pesticides. Et puis, en tout état de cause, on voit bien la présence d'abeilles, de ruches, mais aussi de plantes sauvages dans vos champs. Donc ça dénote cette qualité. Alors sur la bourrache, par exemple, on ne fait aucune intervention. D'ailleurs, vous le voyez, il y a beaucoup d'herbes qui ne sont pas de la bourrache qui poussent dans la parcelle. La bourrache a un cycle assez rapide, donc on va pouvoir récolter rapidement avant que les graines de mauvaises herbes retombent au sol. Donc on va après trier nos graines au séparateur pour séparer les bonnes graines des mauvaises graines. Donc en bourrache, on arrive à le faire parce que la bourrache aussi étouffe les autres plantes et ne se laisse pas asphyxier par les mauvaises herbes. Et pour la traçabilité, donc vous Et êtes alors, exigeant. la traçabilité, nous, chaque lot de graines, on analyse les graines pour voir s'il y a des résidus.
pour justement, avant de les commercialiser, être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais de toute façon, j'ai confiance, puisque sur la bourrache, je ne mets rien, donc je n'ai pas beaucoup de risque de retrouver quelque chose. Et la présence des ruches, donc je crois que vous avez une collaboration avec des apiculteurs du coin. Cette année, j'ai 3 apiculteurs qui m'ont posé les ruches autour de mes parcelles, et je pense que si j'étais un affreux agriculteur peleur, je leur ferais plus peur que je les attirerais. Donc ici, vous avez le semoir, qui nous sert à semer l'onagre et la bourrache, la camine et le lin également. Donc les graines sont dans une trémie centrale, elles sont propulsées par l'air et elles viennent tomber au niveau du sol pour être enfouies à 2 ou 3 cm en fonction de la profondeur nécessaire pour le semer. Alors je voulais vous montrer une particularité de la bourrache. Vous voyez, là on a encore des fleurs et comme c'est une plante à floraison continue, dès que la graine est mûre, elle se décroche et elle tombe. Donc ici vous avez les premières graines, vous voyez, qui se décrochent et qui tombent, alors que la plante continue à fleurir. Donc c'est pour ça que dès que nos premières graines commencent à tomber, on décide de couper les plantes et de les laisser sécher au sol pour qu'elles mûrissent tranquillement et qu'on puisse les récolter. Donc voilà, là j'ai commencé à couper hier soir et là les plantes vont sécher pendant une dizaine de jours. La maturité va se terminer et après je vais pouvoir récolter ça avec la moissonneuse batteuse. Pour une huile de bonne qualité, il faut travailler les graines sitôt la récolte. Donc nous, dès le soir de la récolte, nos graines sont séchées par ventilation pour éviter un développement de moisissure qui pourrait entraîner une acidité de l'huile. Et ensuite, nos graines sont amenées ici pour être nettoyées. Donc on les nettoie avec ce séparateur qui va permettre d'éliminer tout ce qui est des débris végétaux ou des graines d'adventice et de poussière qui restent dans les graines. Une fois que nos graines sont bien propres, on les met dans les silos qui sont à côté. Et après ça, les graines sont pressées au fur et à mesure des besoins pour qu'on ait une huile toujours fraîche dans nos capsules. Daniel, ce qui fait aussi la qualité de vos huiles, c'est la qualité du pressage. Alors le pressage, je l'ai confié à une huilerie du département, qui est l'huilerie Philippe Vigent, Lyon-sur-Indre. C'est lui qui me presse mes graines, il le fait par petits lots pour qu'on ait toujours une huile la plus fraîche possible. Donc, il est important de rappeler ici que ces huiles d'onagre, de bourrache, de camine et de lin particulièrement, en fait, sont très fragiles à l'oxydation. Ce sont des huiles qui sont riches en oméga 3 et en oméga 6, sont des acides gras polyinsaturés, et qui dit cette polyinsaturation dit donc une capacité en fait d'oxydation. Donc ce sont des huiles où il faut veiller à ce qu'il y ait le moins de chauffage ou de lumière pour bien les protéger. Alors le pressage se fait uniquement par pression à froid et chaque lot d'huile est analysé pour voir l'indice de peroxyde et aussi le taux d'acidité de l'huile. Et ensuite l'huile est mise en capsule très vite derrière le pressage pour qu'on puisse avoir une huile qui n'ait pas besoin de conservateur et qui puisse se garder. La gélatine a cet avantage, c'est que c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé actuellement pour conserver l'huile avec toutes ses vertus et surtout pouvoir la conserver dans le temps. Oui, donc il faut préciser ici que souvent dans les compléments alimentaires, vous trouvez en adjuvant de ces huiles végétales de la vitamine E associée, alors qui ne sert pas d'antioxydant pour vous, pour votre protection cellulaire, mais qui en fait est mise dans les capsules pour la conservation en fait de ces huiles dans le temps dans les capsules. Donc là, pour moi, dans le choix en fait de vos capsules d'huile, ça a été un critère de qualité. Le fait qu'il n'y ait pas de vitamine E, pour moi, est un critère de fraîcheur de vos huiles. Et donc là, vous parliez de l'encapsulage que vous faites avec une gélatine marine, en fait. C'est une gélatine marine. Tout à fait, c'est une gélatine qui est faite à base de poisson. Le terme gélatine marine étant un terme protégé, nous parlons de gélatine de poisson. Et donc cette gélatine est le meilleur isolant, c'est ça, pour l'huile, en fait, pour qu'elle ne s'oxyde pas. C'est le mieux, le plus stable. Le plus stable, c'est le mieux qu'on ait trouvé pour l'instant. Il y a quelques années, nous avons essayé sur des flacons airless. Oui. C'était un système de poche où on espérait que l'huile se conserve bien et qu'on n'aurait pas besoin de capsule. Mais malheureusement, malgré cette poche airless, donc à l'abri de l'air, l'huile s'est oxydée et nous avons été obligés d'abandonner ce système-là. D'accord. Donc éventuellement, la capsule, c'est quand même ce qui isole le mieux. Et éventuellement, pour les personnes qui digéreraient mal la gélatine, on peut conseiller tout simplement, je pense, de les croquer quand il s'agit de les ingérer, et puis on recrache en fait la gélatine, ou de la percer si on veut la mettre sur la peau, tout simplement. Tout à fait, et si vous la croquez, il y a un gros avantage, c'est que vous aurez le bon goût de l'huile dans la bouche. C'est vrai, ce qui fait la différence des huiles qui sont raffinées, qui n'ont plus de saveur,
Et là, le goût de votre huile est aussi critère de la présence d'oméga 3, oméga 6 et de toute la richesse nutritionnelle qu'elles apportent. Et une huile, c'est un petit peu comme le vin, il faut l'apprécier. Vous avez des bonnes huiles qui ont un très bon goût et sachez les reconnaître. Merci Daniel. De rien.